Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à tous et bon week-end, un week-end placé sous la canicule. Voilà, toute la France est touchée, on a un dôme de chaleur. Hydratez-vous, faites attention à vous, prenez soin de vous. Ventilateur, brasseur d'air ou climatisation, voilà, vous isolez pour pouvoir écouter votre émission préférée du week-end de 12h, 13h, parlons IMO sur Sud Radio avec toute l'équipe qui m'accompagne chaque samedi. Bonjour Bérénice de Villefloriot. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Également notre super producteur Grégoire Darico. Comment ça va Grégoire ? Ça va Sylvain, bonjour à tous. Voilà, on supporte la chaleur. On a aussi des experts qui sont avec nous sur le plateau, qui se déplacent. On a le seul, l'unique, l'incontournable Olivier Principal. Comment il va Olivier ? Ça va super bien les amis, content de vous voir. Olivier, président de la FNAIM de Paris-Île-de-France. Ça va mieux aujourd'hui ? Vous n'avez pas chaud là Non, pas du tout. Mais être avec vous, ça réchauffe toujours. Je précise qu'on n'a pas la clim dans le studio. C'est pas grave. Voilà. On subit. En tout cas, salut les amis, bonjour la France, on est ravis d'être avec vous. Surtout, faites bien attention à vous. Demain, dimanche, ça devrait s'inverser. On va perdre 10 degrés. On va commencer à respirer. Voilà. Savez-vous qu'il est parfois possible d'économiser jusqu'à plusieurs milliers d'euros, et surtout en ce moment, avec la hausse du pouvoir d'achat, ça a du sens sur votre crédit immobilier, par exemple, sans renégocier votre prêt. On va vous expliquer comment on fonctionne, notamment avec l'assurance emprunteur, vous connaissez bien, et pourquoi elle mérite toute votre attention. Ça tombe bien, puisqu'on en parlera tout à l'heure avec Émilie Ruben, qui est responsable marketing et communication chez Sécurimut. On écoutera également nos auditeurs après avoir récolté leurs questions par SMS, comme chaque samedi, en envoyant IMO, I2MO 72018 avec vous. Bérénice, on parle de quoi cette semaine ? Et alors on va parler de quelque chose de saison, la climatisation. Est-ce qu'on peut, en tant que locataire, l'installer sans en parler à son propriétaire ? On verra ça avec justement Olivier Principal qui est avec nous. Voilà, et qui s'est déplacé exclusivement pour répondre aux auditeurs, oui. On a de la chance. Et on parlera également Viager avec vous. Et oui, on va parler Viager, on va parler justement de ce que ça peut apporter à nos chers retraités. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un revenu supplémentaire pour profiter à la retraite. Que ça a du sens. Alors ensuite, on parlera bien évidemment du chantier du siècle. Du coup, on a un écho puisqu'on va parler de rénovation énergétique, de ventilation également avec vous Grégoire. Oui, on va rester Sylvain sur le thème de la climatisation, c'est un peu à la mode cette semaine. Est-ce qu'elle est devenue indispensable ou est-ce que c'est une fausse bonne idée ? C'est ce qu'on verra avec Laurent Permas. Et puis après, dans notre chronique Maison Saine, je vous propose de parler des odeurs de renfermés dans nos logements. Tout un programme. Ouais, ça peut arriver. Voilà, tout de suite sans plus attendre, on attaque les infos à retenir de la semaine précédente. Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Bérénice de Villefloriot, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui dans les infos IMO de la semaine ? Alors, au programme, le grand plan du gouvernement pour relancer la construction et donner un coup de pouce à ceux qui veulent investir dans la pierre. Ensuite, je vous parlerai d'une étude qui devrait tous nous interpeller. À peine un logement sur 10 serait vraiment armé pour affronter la canicule, et je pense qu'on l'a vu cette semaine. Et pour finir, quelques astuces surprenantes pour gagner en fraîcheur sans climatisation. Alors, on va commencer justement par ce plan logement. J'ai d'ailleurs à cette occasion un peu échangé avec Vincent Jeanbrun. Il présente cette semaine en Conseil des ministres. Le gouvernement, visiblement, veut aller très vite. Oui, ça a été présenté. C'est vrai qu'il veut aller très vite, le gouvernement, face à ce qu'il appelle la pire crise du logement depuis 40 ans. L'exécutif donc accélère. Le texte sera examiné au Sénat le 7 juillet prochain, donc dans quelques jours. Et quelques jours seulement après sa présentation au Conseil des ministres, l'objectif qui est affiché par le ministre du Logement, c'est 2 millions de logements d'ici 2030, soit près de 400 000 nouveaux logements par an, dont environ 125 000 logements sociaux chaque année. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous ? D'abord, si vous voulez investir dans la pierre pour louer, le texte muscle le statut du bailleur privé. Le principe, en achetant un appartement pour le mettre en location, vous pourrez déduire de vos loyers imposables une partie du prix d'achat et certaines charges, travaux, intérêts d'emprunt, taxes foncières. Dans l'ancien, le minimum de travaux passerait de 30 à 20% du prix du bien, c'est-à-dire que par exemple pour un achat de 200 000 euros, ça représenterait 40 000 euros de travaux au lieu de 60 000. Et bonne nouvelle, les maisons individuelles deviendraient aussi éligibles à ce dispositif, parce que c'était pas le cas. Ensuite, construire plus vite, ça fait partie du plan du gouvernement. Aujourd'hui, il faut entre 8 et 10 ans pour faire sortir un projet de terre, donc c'est long. Selon le ministre, dans le plan, il y a plus de pouvoir aux maires MAIRES, pour accélérer les chantiers. Et une mesure très concrète, maintenir ou remettre sur le marché 700 000 logements énergivores. Vous savez, on les appelle les passoires thermiques. Ces logements classés F ou G, à condition que le propriétaire s'engage à les rénover. Alors, petit
Petit bémol quand même, parce que le texte, bon, il est là, mais il faut qu'il y ait la majorité absolue à l'Assemblée générale, sinon ça devra être adopté mesure par mesure. Alors justement, vous parliez de chaleur et de rénovation. Il y a cette étude qui tombe plutôt bien en pleine canicule et elle n'est pas très rassurante, notamment sur l'état des logements. Oui, alors une étude qui est tombée, qui a passé au crible près de 9 millions de DPE, de diagnostics de performance énergétique, issus de la base de l'agence de la transition énergétique. Un logement sur 10 seulement est aujourd'hui suffisamment armé contre les fortes chaleurs. Vous l'avez peut-être vu cette semaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça concerne les protections solaires extérieures, la toiture isolée, la possibilité de créer des courants d'air et la présence éventuelle d'un brasseur d'air. Donc un logement sur 10. Et c'est le revers qui frappe. Un logement sur 2 serait, je cite, une véritable bouilloire thermique. On en parle de plus en plus. Le principal coupable d'après l'étude, eh bien tout bête, le manque de protection solaire à l'extérieur. Autrement dit, pas assez de volets, pas assez de stores. Plus surprenant encore, même les logements très bien notés, classés A ou B au diagnostic de performance énergétique, comptent un tiers de ces bouilloires. Donc comme le résument très bien certains professionnels, on s'est tellement focalisé sur le chauffage l'hiver qu'on a oublié le confort d'été. Alors justement, vous avez déniché des astuces pour rester au frais sans forcément lancer la climatisation. Et oui, avec cette chaleur, j'ai cherché ce qui pouvait rendre un logement plus supportable si vous n'avez pas la chance d'avoir la clim. Alors les gestes les plus efficaces, je vous les rappelle, on les connaît tous, mais fermer les fenêtres, les volets et les stores avant que l'air ne devienne plus chaud que l'intérieur, rouvrir la nuit ou tôt le matin, et éviter le four aussi, les appareils qui dégagent beaucoup de chaleur, le fer à lisser, etc. On oublie. Et puis, autre astuce, la couverture de survie devant une fenêtre très exposée, celle de la trousse de secours, et bien sa face argentée renvoie le soleil. Donc sur une fenêtre plein sud, ça rafraîchit la pièce pour quelques centimes, mais attention, il faut impérativement la poser à l'extérieur de la vitre, face brillante vers le ciel, collée à l'intérieur. La chaleur, eh bien, elle reste piégée contre le verre, et là, sur certains doubles vitrages, eh bien, ça peut carrément entraîner une fissure. L'astuce de nos grands-mères, le blanc de meudon, une simple poudre de craie à quelques euros, qu'on mélange avec de l'eau et qu'on étale sur la face extérieure des vitres, ça forme un voile blanc qui renvoie le soleil, c'est économique et puis c'est lavable, ça part à l'eau. Et plus original, le frigo du désert. Le principe, c'est l'évaporation. Quand l'eau s'évapore, elle puise de la chaleur dans l'air autour et donc ça refroidit. Et bien c'est exactement la sensation de froid qu'on a en fait en sortant de la piscine. D'où le fameux frigo du désert. C'est quoi en fait? Vous pouvez le faire chez vous. C'est 2 pots en terre cuite emboîtés l'un dans l'autre avec du sable mouillé entre les deux. L'eau traverse la terre, s'évapore et garde l'intérieur jusqu'à 10 à 15 degrés sous la température ambiante. Donc l'intérieur du pot, pas l'intérieur de la maison. À condition qu'il faut bien le mettre à l'ombre évidemment. Donc c'est parfait par exemple pour garder vos boissons et vos fruits frais si vous n'avez plus l'électricité. Finalement, on n'a pas besoin d'aller en vacances dans le désert, il suffit de rester en France. D'ailleurs, ça a été l'un des pays les plus chauds de la planète, c'est juste incroyable. Merci Bérénice, et sans attendre, on va attaquer justement le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Alors bien sûr, on va parler de la climatisation avec vous, Grégoire, et notre super expert, Laurent Permas, qui est à distance. Oui, Sylvain, impossible d'y échapper. Avec les fortes chaleurs, le débat fait rage et la climatisation s'invite dans toutes les conversations. Certains ne jurent plus que par elle, d'autres dénoncent son impact sur l'environnement. Laurent Permas, bonjour. Faut-il céder à la climatisation ? Oui, bonjour Grégoire. Justement, je suis chez un installateur de climatisation. La réponse, en fait, ça dépend. La climatisation n'est ni une solution miracle, ni le grand méchant de la transition énergétique. Comme souvent en rénovation, justement, tout dépend du logement et de l'usage, justement, que l'on fait. Pourquoi, Laurent, la climatisation, elle séduit de plus en plus ? Tout simplement parce que on a des étés de plus en plus chauds. On parle en 2030 de 2 à 3 mois consécutifs en fait d'épisodes de canicule. Donc pour beaucoup de ménages, c'est notamment des appartements sous les toits, exposés au soleil. La climatisation, c'est plus un confort en fait. C'est justement une question de santé et encore plus pour les personnes âgées et les jeunes enfants et les personnes fragiles. Donc en fait, tout le monde est impacté aujourd'hui. Laurent, est-ce que la climatisation doit être le premier réflexe ? C'est ce que j'évoque. J'en discutais justement avec un installateur. Là, c'est un point essentiel. Avant d'investir dans une climatisation, il faut justement se demander pourquoi le logement surchauffe. C'est ce fameux audit énergétique. Et dans les solutions les plus efficaces, qui sont aussi les plus simples, ce que Bérénice rappelait,
c'est l'isolement des combles et des toitures, fermer les volets dès que le soleil tape dessus, la ventilation du logement la nuit, et puis installer des protections solaires extérieures ou végétaliser encore les abords de la maison. Bref, une climatisation dans un logement mal protégé, ça ne sert pas à grand-chose et ça va consommer énormément. Ouais, parce que la climatisation, ça consomme beaucoup. Ça tourne sur de l'électricité, donc comme tous les appareils récents, alors ils sont plus performants qu'auparavant, où il y a 10 à 15 ans. Le véritable impact, ça dépend surtout de l'usage. Une climatisation qui fonctionne quelques jours dans une canicule, ça va pas avoir le même impact qu'un appareil laissé en marche tout l'été, ce qui va se passer en fait. Et puis sur le plan environnemental, il y a deux éléments qui sont forcément à prendre en compte. C'est la consommation d'électricité, mais aussi les fluides frigorigènes, on en parle moins, qui sont utilisés dans les appareils, qui peuvent justement avoir un impact sur le climat en cas de fuite. Donc attention, les installations c'est bien, mais l'entretien c'est juste indispensable. Et ça doit être fait par des professionnels qualifiés. Bien sûr. Question Laurent que beaucoup se posent, est-ce qu'une climatisation améliore le diagnostic de performance énergétique de mon logement ? Alors, pas directement, on le fait pas pour le DPE, on fait surtout pour son confort et pouvoir justement travailler dans un impact qui est sympathique. Une climatisation se fait pas automatiquement gagner d'une lettre. C'est en revanche, si on installe une pompe à chaleur réversible qui assure à la fois le chauffage en hiver et le rafraîchissement en été, le système de chauffage plus performant peut avoir justement un effet positif sur le DPE. Attention, il y a une confusion entre les pompes RR, les pompes à chaleur RR et les pompes à chaleur RO. On va pas rentrer dedans, mais questionner le professionnel, puisqu'il y a un impact de 7 degrés pour l'un et l'autre, c'est vraiment une climatisation et parfois on a besoin des deux. Laurent, en résumé, vous donneriez quoi comme conseil ? On fait tout ça dans un ordre, toujours. C'est ce qu'on a fait sur toutes nos chroniques, en fait. C'est de limiter les entrées de chaleur. Ensuite, on améliore le logement si nécessaire. Et puis après, on se pose la question de la climatisation. C'est vraiment un peu comme le même process que l'audit énergétique. Mais il faut aussi être pragmatique. Dans certains logements, notamment en ville, ou sous les toits, une climatisation bien dimensionnée peut devenir un véritable facteur de confort. On le sait encore plus en ce moment, voire de protection en période de canicule. Donc, on commence par un audit énergétique. On le rappelle à chaque fois, mais bon, c'est mon dada. Merci beaucoup Laurent Permas. À vous toutes et tous qui nous écoutez avant d'investir dans une climatisation, posez-vous cette question. Est-ce que je refroidis ma maison ou est-ce que j'essaye simplement de compenser un logement qui laisse entrer toute la chaleur ? C'est souvent là que se trouve la vraie réponse. À la semaine prochaine sur Sud Radio. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. On va revenir dans quelques instants, les amis, après une petite pause au frais, bien sûr, et on répondra à vos questions, les questions des auditeurs avec vous, Bérénice de Villefloriot. On recevra également ensuite notre grand invité qui sera à distance, c'est Émilie Ruben, qui va nous parler justement comment économiser sur son crédit, notamment avec l'assurance emprunteur. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à tous, bonjour la France, chers amis, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Mettez-vous au frais, hydratez-vous, on vous le répétera jamais assez. Vous êtes sur Sud Radio, dans votre émission préférée du week-end, 12h-13h. Parlons IMO, on va parler justement de votre logement et on répond à vos questions, puisque c'est notre chronique hebdomadaire, ça vous concerne, avec vous, Bérénice. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Les amis, ça vous concerne chaque semaine, puisque Bérénice, les auditeurs peuvent nous écrire au 72018 I2MO, et on a de la chance parce qu'on a un excellent expert sur le plateau. Oui. On a Olivier Principal, le président de la Fédération nationale de l'immobilier Grand Paris. Merci d'être avec nous, Olivier. Alors, on a une question. Alors, on a reçu plusieurs questions sur la climatisation. J'en ai pris une qui est assez parlante. C'est William qui habite dans les Landes et on a vu qu'il y a eu des records cette semaine de température et qui nous demande, il est locataire et il nous demande si justement il a le droit d'installer chez lui la climatisation avec le gros bloc qui sera visible à l'extérieur sans en parler à son propriétaire parce que c'est cordial, mais c'est pas non plus la super entente. C'est ce qu'il nous dit. Alors non, malheureusement, William, vous ne pouvez pas installer sur la façade d'un immeuble dans lequel vous êtes locataire un groupe de climatisation, puisque tous travaux qui modifient l'aspect extérieur de la copropriété nécessitent un vote de l'Assemblée générale. Donc vous devez faire une demande à votre propriétaire qui lui-même doit soumettre la demande à l'Assemblée des copropriétaires. Même si c'est sur le balcon. Mais oui, parce que là on parlait d'un système accroché. D'accord. Ce que je conseille à William, parce que l'objectif c'est quand même de trouver des solutions, c'est plutôt d'avoir
avoir un système de climatisation dans un premier temps, puisque c'est vrai que les chaleurs sont très fortes, donc il faut trouver des solutions à court terme. Bravo pour tous vos conseils. Il vaut mieux un système de climatisation mobile qu'on pose et qui permet d'aller... Donc on branche avec un tuyau. Voilà, qu'on branche exactement, et qui est posé sur le balcon le temps des fortes chaleurs pour pouvoir bénéficier d'un système de refroidissement d'air, mais surtout pas d'exécution de travaux sur les façades. Il peut y avoir des canalisations, des câbles, des étanchéités, et on ne fait pas ce qu'on veut dans un immeuble collectif, sinon ça devient la foire sur la façade. Et c'est bon à savoir ce que vous dites, parce que ça marche aussi pour les propriétaires. Donc un propriétaire qui veut installer la clim chez soi doit demander, doit le faire voter en assemblée générale. Exactement, en fait, ça concerne à peu près tout ce qui modifie l'aspect extérieur des parties communes. Ça peut concerner votre porte d'entrée, ça peut concerner la couleur de vos volets, du store pour occulter votre logement. Si vous voulez continuer de vivre au paradis dans votre copropriété, il faut demander l'accord des voisins. Vous êtes chez vous à l'intérieur, mais les parties extérieures, ça relève de l'accord de la copropriété. Et c'est vrai que si chacun fait ce qu'il veut à l'extérieur, ça peut, j'imagine que le bâtiment peut perdre en valeur. Si c'est moins joli, ça perd de la valeur. Quand vous voyez un immeuble dont la façade est uniforme, bien entretenue, ça vous donne envie d'y aller. Quand vous commencez à avoir des façades avec des groupes de climatisation qui sont tous différents, posés n'importe comment, des fenêtres qui ressemblent à rien et des volets de couleurs différentes, vous vous dites j'arrive dans un espèce de bazar. Donc bien évidemment c'est une question logique. Et puis la liberté, elle se passe à l'intérieur de son logement dès lors qu'on ne perturbe pas les voisins, et l'aspect extérieur de l'immeuble fait partie des règles communes pour lesquelles on doit avoir un accord de la copropriété. Donc voilà, donc c'est très clair. Donc William doit demander à son propriétaire et le propriétaire le faire voter en assemblée générale. Merci beaucoup Olivier Principal, on reste avec nous parce qu'on fera la grande question de la semaine avec vous en fin d'émission. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Il est l'heure maintenant de retrouver notre grand témoin d'aujourd'hui. C'est Émilie Ruben, responsable marketing et communication de Securimut, spécialiste de l'assurance emprunteur. Elle est avec nous à distance. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous voyez bien? Vous nous entendez bien? Alors, je vous vois bien, je vous entends bien, mais ça peut couper un peu, donc... Bon, voilà, on me dit qu'a priori, la communication se passe plutôt bien. Alors justement, en ce moment, on l'a vu, Émilie, les taux de crédit immobilier repartent doucement mais sûrement, à la hausse, bien évidemment. Et donc, aujourd'hui, essayer de négocier pour essayer d'améliorer son pouvoir d'achat sur les crédits immobiliers est un vrai sujet. On en est où? Est-ce que ça va continuer à grimper? Alors oui, c'est quand même plutôt stable. Ça monte tout doucement. On peut dire que les taux, en tout cas, ne vont pas baisser d'ici la fin de l'année, ça c'est sûr. En revanche, on a quand même des banques qui font un peu des efforts sur les taux. Donc tant mieux, il y en a certaines même qui font des promotions. Oui. Mais globalement... Voilà, globalement, ça monte quand même légèrement. Et donc aujourd'hui, on est sur des taux qui sont autour de 3,40%, 3,50%. Vous pouvez espérer gagner un peu si vous avez un bon profil, un bon dossier, et atteindre à peu près 3,20%, mais c'est vraiment déjà pour des bonnes négociations. Alors ceci d'ailleurs est de nature à dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent, au contraire, allez-y, présentez votre dossier, les banques ouvrent un peu les vannes. Effectivement, quand on souscrit un crédit immobilier, Émilie, on regarde d'abord le taux d'intérêt, bien sûr, et l'assurance emprunteur. À quoi sert-elle exactement et combien, très concrètement, peut-elle peser dans le prix du crédit ? Oui, c'est vrai. Le premier réflexe, c'est de regarder son taux d'intérêt. On compare toujours entre nous combien tu as eu, etc. Mais on ne pense pas trop souvent à l'assurance emprunteur, alors qu'en fait, c'est le deuxième taux, c'est le deuxième coût dans un crédit immobilier. L'assurance emprunteur, pour un couple d'une trentaine d'années à peu près, vous allez payer entre 15 000, 20 000, voire même un peu plus dans certaines banques d'assurance emprunteur. Parce qu'en fait, elles se rattrapent un peu là-dessus quand elles vous font un bon taux. Donc c'est vraiment important. Et puis aussi de l'autre côté, c'est pas important que par son coût. Il faut aussi se dire que l'assurance emprunteur, elle vous protège, vous et votre famille, bien en sûr, cas d'incident de la vie. Donc voilà, c'est important à double titre. Oui, vous avez raison de le rappeler, puisque effectivement, on peut comprendre, bien évidemment, on fait des économies, on cherche à payer le moins cher, mais il faut rappeler que le principe même de l'assurance, c'est de protéger les tiers en cas d'accident de la vie. Depuis la loi Lemoine, vous allez nous expliquer d'ailleurs la loi Lemoine, est-ce qu'on peut vraiment changer d'assurance emprunteur à tout moment, même lorsque le crédit, par exemple, a été signé récemment? Ça, c'est une question qui revient régulièrement.
Ouais. Alors c'est vrai. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est aussi que vous avez le droit de prendre une assurance emprunteur avant même d'avoir signé votre crédit. Donc ça, c'est un droit, c'est la loi Lagarde, elle date de 2010 et c'est normalement acquis. Bon, parfois, c'est pas si simple parce qu'il faut négocier avec son banquier et vous n'avez pas envie de vous embêter avec l'assurance emprunteur. Dans ce cas-là, faites tout le reste, négociez le taux d'intérêt, les frais de dossier, etc. Et puis, préparez votre dossier d'assurance emprunteur. En fait, depuis 2022 et la loi Lemoine dont vous parliez, on a le droit de changer d'assurance emprunteur à tout moment en cours de crédit. Et ça, contrairement à plein d'assurances, vous n'avez pas besoin d'attendre un an. Vous pouvez en changer vraiment dès le lendemain que vous avez signé votre crédit. Donc tout de suite, immédiatement. C'est pour ça qu'on vous conseille de préparer même votre dossier avant et de le faire le plus rapidement possible. Finalement, c'est assez malin ce que vous dites, parce que on signe son crédit pour pas froisser son banquier avec l'assurance de la banque, et on en change une semaine après si elle est trop chère. Non mais vous savez, je vais vous dire, c'est très pragmatique, mais c'est efficace. Parce que quand on voit les économies, c'est pas neutre du tout. Est-ce que, question, la banque peut-elle refuser que l'on choisisse un autre assureur ? Alors, non, la banque, elle peut pas refuser un autre contrat sous une seule condition, c'est qu'en fait, vous devez présenter un contrat avec des garanties équivalentes. D'accord. Et à partir de ce moment-là, elle n'a pas le droit de refuser et elle n'a pas le droit non plus de modifier votre crédit. Ça, c'est important parce qu'il y en a qui ont un peu peur qu'on puisse toucher à leur crédit, changer leur taux ou autre. Et non, ce n'est pas le cas. En fait, vous avez tout à y gagner en changeant d'assurance. C'est très clair. Alors justement, est-ce que je peux me permettre de vous demander un exemple concret, vous savez, un exemple réel, du vécu ? Oui, tout à fait. Récemment, on a eu un jeune couple. Enfin, ils sont proches de la quarantaine, mais pour moi, c'est jeune. Et, ils ont emprunté, n'est-ce pas, Sylvain ? Merci, c'est gentil. Je viens de prendre un coup de vieux, là, d'un seul coup. Ouais, je vous écoute. Non, mais, du coup, voilà, ils ont emprunté 230 000 euros à un taux d'intérêt qui était plutôt intéressant, puisqu'ils avaient un peu moins de 3%. Mais ils payaient leur assurance emprunteur 103,50 € par mois. Donc, pas rien quand même. Ah oui. Et en fait, ouais. Et ils sont passés à la Massif et du coup, aujourd'hui, ils sont à moins de 60 € par mois. Ce qui fait qu'ils ont gagné 43 € par mois. En termes de pouvoir d'achat, ça fait déjà 500 € par an, mais surtout sur la durée du crédit, ça monte à 13 000 € d'économie. Donc c'est vraiment important. C'est très loin d'être anodin. Alors je vous propose, Émilie, que l'on continue notre entretien dans une deuxième partie. Surtout, vous ne coupez pas, parce que vous êtes à distance, en tout cas, vous avez l'air très bien. Vous avez un peu de clim là où vous êtes ? On a bien la clim parce que dehors, ce serait pas la même chose. C'est clair. Restez avec nous, justement. Vous êtes sur Parlons Immo sur Sud Radio. On fait une petite pause, à tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Chers amis, vous êtes de retour sur Sud Radio dans votre émission préférée du week-end. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Parlons Immo, on parle de votre immobilier, de votre logement, un peu partout en France. Justement, on va parler de votre logement, mais on va également parler de votre maison et de comment vous respirez dans votre maison avec Maison Saine, n'est-ce pas, Grégoire ? Oui, mon cher Sylvain, et on va même parler des odeurs de renfermé. Donc comment vous respirez mal. Et oui, et justement, tout ça, ça a beaucoup de sens en ce moment. C'est la suite de notre grand entretien avec vous, Émilie Ruben. Vous êtes toujours à distance. Bonjour Émilie. Alors justement, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut vraiment économiser. Vous preniez l'exemple de ce couple qui a économisé quasiment 40% sur son assurance. C'est juste énorme. J'ai envie de vous poser une question. Comment une différence aussi importante est-elle possible ? Oui, alors c'est vrai que quand on voit cette différence, on se dit mais ça peut pas être si peu cher une assurance alternative pour les mêmes garanties. Ben oui. Mais en fait, si, tout simplement parce qu'on n'a pas le même système de tarification. En fait, les banques, elles se basent sur, en fait, elles proposent un tarif qui est très peu personnalisé, tandis que les assurances emprunteurs alternatives vont beaucoup plus personnaliser le tarif. Ce qui fait qu'on propose des tarifs beaucoup moins chers. Alors justement, et je pense que le fait d'être aussi un peu mutualiste, coopératif, ça arrange un peu les choses peut-être, non ? Oui, sans doute. Bon, on était parmi les premiers à proposer de l'assurance emprunteur et ça fait déjà plus de 20 ans. Oui, il y a plus de 20 ans. Alors justement, j'ai envie de vous poser une question très concrète. On fait comment pour changer ? Concrètement, par quoi on commence ? Alors concrètement, déjà, le premier pas, c'est de faire un devis. Donc, soit vous appelez votre assureur, soit vous faites un devis directement en ligne. Ça prend quelques minutes, c'est assez rapide.
Voilà. Ensuite, ça vous permet de voir les économies que vous pourriez éventuellement faire. En général, les gens ne s'arrêtent pas là. Ils continuent. Oui. La deuxième étape, c'est souvent de répondre à un questionnaire de santé, puisque l'assurance emprunteur, elle couvre principalement les risques de santé. Donc, vous avez un questionnaire de santé, généralement. Ensuite, c'est là que vous allez avoir votre devis définitif. Si, pareil, vous êtes toujours satisfait de ce devis définitif, vous n'avez plus qu'à signer. Et une fois que vous avez signé, vous envoyez la demande de substitution à votre banque. Après, il y a des assureurs comme la Massif qui proposent de se charger de toutes les démarches à votre place. Comme ça, vous n'avez rien à faire. C'est un petit peu comme quand vous changez de forfait téléphonique et que vous signez un mandat. Mais oui, c'est mieux. C'est plus pratique. Ouais, c'est beaucoup de... Oui, c'est beaucoup plus simple pour les emprunteurs, on va dire. C'est facile pour... Alors justement, qu'est-ce qui fait augmenter le prix d'une assurance emprunteur? C'est quoi? C'est l'âge, le fait de fumer, l'état de santé, mais peut-être aussi, je sais pas moi, les loisirs. Je fais du deltaplane, du jet ski, enfin je sais pas. Quelles sont les variables qui augmentent les prix? Alors, il y a pas mal de critères, en fait, justement, dans une assurance emprunteur. Mais autant pour les assurances bancaires que les assurances alternatives, après, c'est juste qu'on ne va pas tarifier de la même façon. Mais globalement, le premier point, c'est en effet, c'est l'âge, comme vous l'avez dit. Ensuite, tout ce qui est problème de santé, qui va pouvoir parfois donner lieu à une surprime, c'est-à-dire que vous allez payer un peu plus cher pour être bien couvert pour votre risque. Et puis aussi, comme vous le disiez, les loisirs, notamment tout ce qui est sport à risque, sport extrême. Bien sûr. Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure, Émilie, de la loi Lemoine. Alors, je peux vous dire que ça n'a pas échappé à nos auditeurs. La loi Lemoine a supprimé le questionnaire de santé pour une partie des emprunteurs. Mais qui peut en bénéficier? Alors, oui, en effet, elle a supprimé le questionnaire de santé pour une partie des emprunteurs. Et pour en bénéficier, déjà, il doit s'agir d'un crédit immobilier. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous ne devez pas avoir plus de 200 000 euros de crédit assuré. En tout, y compris sur d'anciens crédits que vous pourriez avoir. Crédit consommation, y compris ou pas? Ou uniquement crédit alors immobilier? Là, c'est au bon vouloir de l'assureur. Certains incluent des crédits automobiles ou autres, mais surtout les prêts professionnels qui peuvent être importants ou des choses comme ça. Mais là encore, ça dépend des assureurs. Et enfin, la dernière condition, c'est aussi que vous devez avoir fini de rembourser votre crédit avant vos 60 ans. Donc, toutes ces conditions-là sont cumulatives, c'est-à-dire que si vous remboursez avant vos 60 ans, mais que vous avez plus de 200 000 euros, ça ne marche pas. D'accord. Et il y a aussi une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, cette loi, elle s'applique à chaque emprunteur indépendamment. C'est-à-dire que si vous empruntez en couple et que vous allez dépasser les 60 ans, par exemple, à la fin de votre crédit, vous ne pourrez pas bénéficier de cette exonération de questionnaire de santé. Par contre, si votre conjoint ou votre conjointe remplit toutes les conditions, elle n'aura pas de questionnaire de santé à remplir. C'est très clair. Alors justement, si un accident survient pendant une activité qui était exclue du contrat, exemple, je sais pas moi, du base jump, vous savez, quand on se jette un truc de fou là, incroyable. Voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que l'assurance, je suppose, va refuser de prendre en charge les mensualités du contrat? Alors, oui, j'allais dire, s'il y a une exclusion et que cette exclusion n'a pas été, ce qu'on va dire, nous racheter, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas déclaré à votre assureur, et vous ne payez rien pour, mais qu'il y a une vraie exclusion, forcément, il n'y aura pas de prise en charge. Donc, c'est pas grave, c'est pas très grave, on va dire, si vous avez une incapacité de travail, parce que vous aurez toujours les indemnités de la sécurité sociale ou éventuellement une prévoyance d'entreprise. Par contre, si vous décédez, là, la situation peut être bien plus catastrophique, même pour votre famille. C'est très clair, c'est très clair. Un immense merci à vous, Émilie Ruben. Je rappelle que vous êtes responsable marketing pour Securumit. Vous avez compris, les amis, c'est la bonne adresse pour aller renégocier. On peut venir vous voir, Émilie. On peut aller sur le site internet et revoir son problème d'assurance, parce que je peux vous dire qu'avec la hausse du pouvoir d'achat, c'est certainement pas anodin. Merci à vous et on enchaîne tout de suite avec la suite de nos programmes. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, Maison Seine.
Alors la maison saine, c'est un vrai sujet puisque maintenant la santé dans l'habitat devient un des critères essentiels du logement. D'ailleurs, le prochain salon immobilier bas carbone début septembre au Grand Palais aura pour thématique la santé dans l'habitat. On va parler là de moisissures, d'humidité, mais également d'odeurs de renfermé dans la maison, Grégoire. Et oui, bienvenue à tous dans votre chronique Maison Saine, votre rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde a déjà rencontré au moins une fois. Vous entrez dans une maison, un appartement, une cave ou même une chambre et immédiatement vous sentez cette odeur caractéristique, une odeur de renfermé. Une odeur parfois légère, parfois très présente, une odeur que l'on tente souvent de masquer avec des sprays, des bougies parfumées ou des diffuseurs. Très mauvaise idée. Mais au fond, une question mérite d'être posée. Pourquoi certaines maisons sentent-elles toujours le renfermé ? Alors pour en parler, je retrouve cette semaine Manuel Wojcikowski, directeur de la formation des experts chez Murprotec. Bonjour Manuel. Bonjour Grégoire, effectivement cette odeur est souvent banalisée, pourtant elle constitue presque toujours un signal envoyé par le logement. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par une odeur de renfermé ? Eh bien c'est généralement un mélange de plusieurs phénomènes, Ça peut être un manque de renouvellement d'air, une accumulation d'humidité, parfois des moisissures ou encore des matériaux qui absorbent puis restituent certaines odeurs. Ce qui est intéressant, c'est que notre nez détecte souvent le problème avant même que nos yeux ne voient les premiers dégâts. En fait, lorsqu'une maison sent le renfermé, c'est pas simplement une question de ménage. Non, pas du tout Grégoire. En fait, une maison parfaitement propre peut dégager une odeur de renfermé. Parce qu'en fait, la cause, elle est souvent ailleurs. Ça peut être dans l'air qui circule mal, dans l'humidité qui s'installe, ou parfois dans certaines zones du logement qui restent constamment humides. L'humidité, elle est souvent la principale responsable ? Alors lorsqu'un mur, un sol ou une pièce reste humide pendant longtemps, des micro-organismes peuvent se développer. Alors pas forcément des moisissures visibles, mais parfois simplement des colonies invisibles qui produisent des composés qui sont responsables justement de cette odeur qui est si caractéristique. Pourtant, Manuel, beaucoup de personnes s'habituent à cette odeur. Et oui, malheureusement, en fait, c'est même très fréquent lorsqu'on vit dans un logement depuis longtemps. Notre cerveau finit par ne plus l'apercevoir. En revanche, les visiteurs, eux, la remarquent immédiatement et d'ailleurs, c'est souvent eux qui donnent l'alerte. Et est-ce que certaines pièces sont plus concernées que d'autres ? Oui, tout à fait. On retrouve très souvent ce phénomène en fait dans les caves et les sous-sols. Ça peut être également dans les chambres peu ventilées, les placards ou derrière les gros meubles placés contre des murs extérieurs. Dans ces endroits, en fait, l'air circule peu et l'humidité peut s'accumuler discrètement. On a parfois tendance à utiliser un désodorisant pour régler le problème. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Non, c'est une mauvaise idée. Si cela devient la seule réponse, un désodorisant peut masquer l'odeur pendant quelques heures, mais il ne traite jamais sa cause. C'est un peu comme mettre du parfum sur une fuite de gaz. On ne règle pas le problème de fond. Alors, quels sont les autres signes qui accompagnent souvent cette odeur ? Alors très souvent, en fait, on retrouve de la condensation sur les fenêtres, une sensation d'air lourd, des murs qui sont froids, des taches discrètes dans les angles. Ça peut être également du papier peint qui se décolle ou des textiles qui semblent toujours légèrement humides. Tous ces indices racontent souvent la même histoire. Alors qu'est-ce que nous, on doit faire quand on constate ce problème ? Eh bien, la première étape est toujours de chercher la cause. C'est un problème de ventilation, une condensation excessive, une infiltration, une remontée d'humidité dans les murs. Tant que ces questions ne sont pas résolues, l'odeur reviendra. Donc finalement, cette odeur, c'est presque un message d'alerte. Oui, exactement Grégoire. En fait, une maison qui sent le renfermé essaye souvent de nous dire quelque chose. Elle nous indique qu'il existe un déséquilibre quelque part. Et plus on intervient tôt, plus il est facile d'y remédier. On dit souvent qu'il faut écouter son corps et je dirais qu'il faut aussi apprendre à écouter sa maison. Et parfois, le premier langage qu'elle utilise, c'est l'odeur. Merci beaucoup Manuel Wojcikowski pour ces conseils. Et à vous qui nous écoutez, si une odeur de renfermé persiste chez vous, ne cherchez pas seulement à la masquer, essayez surtout de comprendre ce qu'elle tente de vous dire. Et puis en cas de doute, vous allez directement sur maison-saine.fr. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Maison Saine ici sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. On va faire une petite pause, les amis, très courte, et on va se retrouver tout de suite après pour la dernière partie de notre émission. Au programme, on parlera de viager. Aujourd'hui, une vraie mesure intéressante pour bien vieillir, et notamment de bien vieillir chez soi. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Salut les amis, voilà, vous êtes sur Sud Radio pour votre émission préférée du week-end. Parlons IMO, on parle de votre immobilier, de votre logement, mais surtout on répond à vos questions. C'est le principe de notre émission. Justement, on va parler d'un sujet très important, notamment pour nos aînés. On va parler viager. Parlons viager. avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé.
Justement, on va parler viager avec vous, Bérénice Villefloriot, et vous êtes à distance avec Marine Livotti. Et oui, les vacances d'été approchent et beaucoup d'entre nous préparent déjà leur prochain départ. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne particulièrement nos seniors. Comment continuer à profiter de la vie et réaliser ses projets une fois à la retraite. C'est justement pour en parler, j'accueille la directrice de l'Office du Viager. Bonjour Marine Livotti. Bonjour Bérénice et bonjour à tous. Effectivement, pendant longtemps, on a eu tendance à considérer malheureusement que la retraite était une période où on ralentissait, où on renonçait à certains projets. Pourtant, aujourd'hui, les choses, heureusement, ont beaucoup changé et la retraite n'est plus synonyme d'immobilisme. Au contraire, on est souvent sur un moment où on décide de disposer enfin du temps et de prendre du temps pour soi. Et c'est vrai qu'après une vie entière consacrée au travail, beaucoup ont envie d'en profiter. Exactement. Après de nombreuses années, beaucoup ont fait passer les besoins finalement des autres avant les leurs, entre la vie professionnelle, les obligations familiales et le soutien aux proches, alors qu'arrivés à la retraite, nombreux sont ceux qui se disent maintenant j'aimerais enfin pouvoir profiter et penser un petit peu à moi. Voyager, voir sa famille plus souvent, partir hors saison, découvrir de nouvelles régions ou tout simplement prendre du temps pour ses passions. Et ce sont des projets qui sont très fréquents, mais malheureusement, ils sont parfois freinés par des retraites modestes, alors même que ces personnes possèdent un patrimoine immobilier important. Et je sais que vous avez des exemples, vous avez toujours des jolis exemples à nous partager. Oui, bien sûr. Je pense notamment à un monsieur que j'ai rencontré et accompagné sur un bien qu'il avait dans le Tarn-et-Garonne. Son projet était très clair. Il souhaitait tout simplement pouvoir s'acheter un camping-car. Il adorait partir autour du lac Léman et faire le tour du lac d'Annecy avec son épouse. Mais finalement, les locations d'hôtels, ça représentait un budget très conséquent pour lui et ça limitait finalement leurs déplacements. Et son souhait, il était simple, c'est retrouver davantage de liberté. Et grâce à la vente de son bien dans le cadre d'un viager, il a pu dégager des liquidités qui lui ont permis de financer son camping-car, tout en conservant bien évidemment la possibilité de continuer à vivre chez lui. Et aujourd'hui, il peut partir quand il le souhaite, sans contrainte, et profiter pleinement de sa retraite. Et oui, c'est important ce que vous dites, parce que c'est finalement derrière ces projets, moi j'ai retenu un mot, la notion de liberté. Exactement. Derrière ces projets, c'est la notion majoritaire qu'on retrouve et je dirais même que c'est l'importance d'anticiper plutôt que de subir la situation au moment de la retraite. Trop souvent, certaines personnes attendent de rencontrer des difficultés financières ou de devoir faire face à un imprévu pour s'interroger sur leur patrimoine. Alors que en anticipant, on peut faire des choix beaucoup plus sereinement et ça permet de prendre des décisions à des moments où on est en pleine forme, en capacité de pouvoir encore profiter de ces projets. Et le viager ou la vente à terme, par exemple, peuvent permettre de dégager un complément de revenus régulier et de financer des envies que l'on repousse parfois depuis de nombreuses années. Et cette sérénité financière, elle a aussi des conséquences sur la famille, évidemment. Et tout à fait, puisque les finances sont sécurisées, les relations familiales sont d'autant plus du coup apaisées et les enfants sont rassurés de voir leurs parents autonomes, sereins. Ouais. Et pour les parents eux-mêmes, c'est finalement une crainte qu'on s'exonère puisqu'on a moins peur d'être un jour une charge pour les proches et cette sérénité, elle bénéficie finalement à toute la famille. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment intéressant ce que vous dites, Marine. Est-ce que si vous aviez un message, on va dire, à faire passer aujourd'hui, quel serait-il ? Je dirais simplement qu'il n'y a pas d'âge pour avoir des projets. La retraite, c'est une belle étape de vie. Elle mérite d'être pleinement vécue. On peut voyager, profiter de ses proches, profiter de nouveaux horizons, réaliser des rêves qu'on a longtemps repoussés. Ça ne devrait pas être une source de culpabilité. Et donc, après avoir passé une vie à prendre soin des autres, il est aussi légitime de penser un peu à soi. Donc, le logement peut devenir un véritable effet de levier pour pouvoir profiter pleinement de cette liberté. Merci beaucoup, Marine Livotti, pour ces mots pleins d'optimisme. C'était Parlons Viager. Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé. Eh bien les amis, on va passer maintenant, comme on le fait chaque semaine dans notre émission hebdomadaire, à la grande question de la semaine. Cette grande question, elle concerne le projet de relance du logement présenté en 2026 et d'ailleurs présenté le 7 juillet au Sénat par Vincent Jeanbrun. En quelques mots, les grandes lignes sont les suivantes. Si on peut dire aujourd'hui que la lecture qu'on peut faire de ce projet de loi va concerner la relance du logement, je vous propose
d'être le plus concret possible dans la capacité qu'a à Vincent Jeanbrun, le ministre du Logement et de la Ville, à essayer ou à tenter peut-être de relancer la politique du logement. Je rappelle juste qu'on est à 6 ou 7 premiers ministres, 6 ou 7 ministres du logement et qu'on n'a pas encore déverrouillé la crise. On vous a demandé de rester, Olivier Principal, j'allais dire ministre, président de la... Bientôt. Il y a peut-être... Ça vous irait bien en tout cas. Il y a peut-être une prophétie, bien évidemment, à tourner là-dessus. Mais dans un premier temps, Bérénice, j'aimerais que vous nous fassiez une petite, on va dire, une revue de détail de ce projet de loi. Ça concerne qui et c'est quoi l'ambition du gouvernement ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup c'est vrai qu'il y a plusieurs volets dans le gouvernement pour être vraiment très simple. On va dire qu'il y a une première chose qui nous concerne directement, alors c'est le maintien ou la remise sur le marché des passoires thermiques, donc les logements mal notés. Ça c'est attendu parce que c'est 700 000 logements qui auraient dû être interdits à la location. Donc ça déjà ça va être une bouffée d'air frais. C'est une mesure de bon sens. En réalité, on est devenu, Sylvain nous l'a dit tout à l'heure, 40 ans, la crise la plus violente depuis 40 ans. La problématique, c'est que les locataires ne trouvent pas de quoi se loger. Aujourd'hui, je peux vous le dire que sur un mois, à Paris intramuros, j'ai reçu une demande de congé. Ça veut dire que les locataires qui ont déjà un logement ne quittent plus leur logement. Bah oui. Et donc, du coup, il était important d'arrêter de cristalliser sous couvert de la notation énergétique l'ensemble du marché du logement et de donner un bol d'air de 3 à 5 ans grâce à ce nouveau dispositif pour dire ok, on a compris que c'était peut-être un peu court au niveau du délai, on va donner un bol d'air sous condition d'engagement de travaux de la part des propriétaires bailleurs. Ça va nous permettre de répondre aux besoins essentiels qui est de loger nos locataires. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui les propriétaires bailleurs qui louent un logement F ou G peuvent continuer à le louer s'ils promettent de faire des travaux dans les 5 ans, c'est ça ? Exactement, alors c'est ce qui va sortir avec les décrets et arrêtés d'application à l'issue du projet de loi qui va arriver visiblement pour le mois de juillet, qui fera son parcours parlementaire. S'il est adopté. Oui, alors il y a quand même de grandes chances que ça soit adopté. On l'a vu qu'à l'Assemblée nationale, il y a unanimité. Valérie Létard a fait passer un projet récemment à l'Assemblée qui allait dans ce sens. Donc on voit bien que politiquement, la cause concerne tout le monde. C'est du bon sens. Et donc c'est du bon sens et on a absolument besoin de ne pas se retrouver dans des postures politiques à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il faut qu'on fasse avancer le logement dans l'intérêt de nos concitoyens. Autre volet, c'est le fameux dispositif Jeanbrun qui va être musclé. Donc c'est pour donner envie aux Français de devenir propriétaires bailleurs, d'acheter un petit appartement pour le louer ou une petite maison maintenant. Oui, tout à fait. Non, mais ce qui est intéressant, Sylvain l'a dit tout à l'heure, vous l'avez dit aussi Bérénice, c'est que ce dispositif, on lui donne un meilleur accès. Il était dans sa rédaction initiale beaucoup trop compliqué à atteindre parce qu'il fallait illisible. Quand on prend aujourd'hui le nombre de Jeanbrun réalisés, si on fait une statistique, on ne peut pas dire que ce soit un franc succès. Nous, on l'a vu comme étant un pied dans la porte pour pouvoir faire évoluer les choses. Oui, parce qu'il est évident que si on voulait un vrai choc, il faudrait être beaucoup plus ambitieux. Et on se rend bien compte que le pouvoir politique aujourd'hui, tout du moins l'Assemblée nationale, n'est pas prête à lancer ce grand choc parce qu'on est dans des débats électoralistes. Donc oui, que le ministre, qui est très volontaire quand même, Vincent Jeanbrun est quand même quelqu'un qui s'est beaucoup engagé, comme l'avait fait Valérie Létard. Et là, lui, il est au pouvoir, ça avance. Il a bien compris la problématique. Et donc du coup, d'arriver vers une simplification ou une incitation à aller investir dans l'ancien réhabilité, donc on descend de 30 à 20% le montant de travaux nécessaires pour pouvoir bénéficier du dispositif. On aura une nécessité de faire évoluer la note énergétique dans les travaux de 2 classes quand on est classé G et une seule classe pour les autres catégories. Donc on va dans le bon sens de la simplification. Pour vous, c'est quand même un signe favorable destiné à rassurer l'écosystème de l'immobilier. On n'avait plus rien. Oui. Donc c'est bien d'avoir quelque chose qui revient. Il faudra traiter le problème de la réintégration des amortissements au moment de la cession, qui est un vrai problème et qui bloque l'ensemble de la fiscalité du logement. Bien sûr. Mais on avance. Alors l'avantage, c'est que Vincent Jeanbrun a été maire, donc forcément il connaît bien la réalité du logement. On lui souhaite en tout cas de bien réussir avec ce projet de logement, je rappelle, présenté le 7 juillet au Sénat et a priori il ne devrait pas y avoir de souci pour qu'il soit adopté. Voilà, il est temps de nous quitter. Merci Olivier Principal, président de l'AFNIM Île-de-France et Paris. Merci d'être avec nous. Je sais que vous répondez toujours à nos demandes. Merci en tout cas. Merci à vous tous. Prenez soin de vous. Il fera un peu meilleur demain, dimanche. Vous allez voir, le temps va être de plus en plus clément. Faites vraiment attention à vous. Et n'oubliez pas de nous écouter tous les samedis entre 12h et 13h sur Sud Radio. Et nous sommes également rediffusés, comme dirait Anthony, tous les mardis à midi sur Radio Imo. Bien sûr, prenez soin de vous. Voilà, faites attention et on se retrouve samedi prochain.
Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.